258 millions, c'est le nombre total de veuves dans le monde. 115 millions vivent dans l'extrême pauvreté. 81 millions auraient été victimes d'abus sexuels. 1,5 million de leurs enfants décèdent avant l'âge de 5 ans. Des données que nous tenons de la fondation Sylvia Bongo Dimba. De fait ou de droit, la femme qui perd son homme, surtout en Afrique, doit des explications et doit aussi s'attendre à des représailles de toute nature. Victimes de traitements avilissants et des traumatismes divers, les veuves, dans presque toutes les ethnies, sont opprimées. La coutume fait de lien à ce comportement qui jadis les normes civilisées, que du moins jadis les normes civilisées peinent à recadrer. Pour autant, sont-elles particulièrement défavorisées, ces femmes qui ont perdu leur mari? Qu'attendons-nous pour changer ces coutumes si, entre-temps, elles constituent des entraves à l'épanouissement de la femme? Le rite de veuvage, c'est quoi au juste? Le veuvage en Afrique, une pratique traditionnelle et dégradante, vraiment? Veuvage en Afrique, quant au socio-juridique d'une pratique coutumière. C'est bien sûr de ce thème que nous allons débattre ce matin sur l'émission Ici et ailleurs. Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs de la société qui observent sous divers angles le phénomène. Jacques Aguia Dako, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes socio-anthropologue et vous porterez donc votre regard de sociologue sur le phénomène. En face de vous, c'est Maître Marie-Élise Guédou, avocate au barreau de Cotonou. Maître, merci d'être là. Bonjour. Alors, donc, avec vous, on aura donc la lecture juridique de ce phénomène avec ses implications. Alors, monsieur Jacques Aguiarako, dites-nous pour commencer le phénomène du veuvage. Aussi bien comme présenté tout à l'heure comme tableau, est-ce que vous pensez que les sociétés sur le continent africain surtout vivent la réalité de la même manière? Merci beaucoup. C'est vrai que à suivre un peu le tableau tel que vous l'avez implanté, je ne parlerai pas de caricature, mais je crois que c'est à la limite un procès. C'est vrai qu'on est aux côtés d'une avocate. On n'est pas loin d'un procès sur un système, sur des coutumes, sur des us. Et lorsqu'on fait un procès sur des systèmes de référence et qu'on fait un procès sur soi-même, sur sa société, parce que d'une manière ou d'une autre, vous et moi, nous venons de cette même société et pourtant, nous avons certainement une autre manière de voir la réalité. Je crois qu'on va essayer de glisser un peu pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est de cette société que nous parlons, mais plutôt des hommes qui, à un moment donné, ont entretenu un certain nombre de faits. Ça, c'est important pour qu'on n'ait pas l'impression que ça, voilà l'Afrique dont il s'agit, voilà le Bénin dont il s'agit. Mais tout ce que nous avons évoqué là comme chiffres, c'est au plan international. Donc, oui. C'est vrai que l'Afrique occupe une bonne place dans ce tableau-là, mais de toutes les façons, c'est une réalité universelle. Oui, je suis d'accord que c'est une réalité. Maintenant, comme vous l'avez dit, donc vous l'avez posé dans votre question, là, elle est vécue différemment. Tout à l'heure, vous avez parlé de pauvreté, j'oublie un peu les chiffres sur la pauvreté. Peut-être que cette pauvreté, du point de vue économique, elle n'est pas vécue de la même manière. On va peut-être trouver des pauvretés de type social, des pauvretés qui ont d'autres dimensions, qui ont beaucoup plus d'ampleur d'une société à une autre, même dans le même pays au Bénin, là où vous trouvez une femme veuve qui connaît une chute économique, ailleurs c'est peut-être une altération sociale, une altération psychologique qui est plus évoluée. Donc dans une même société, elle se vit différemment, aussi elle se construit différemment, elle s'accepte différemment. C'est important, mais il y a quand même ce qu'on peut appeler des constances. La constance, c'est qu'une fois que vous perdez votre mari, la vie n'est plus comme c'était. Ça, c'est un élément sur lequel on peut faire le débat. Maintenant, ça dépend aussi de comment vous êtes entré dans le statut de veuve, dans le profil de veuve. Ça ne se vit pas de la même manière. Une veuve précoce ne vit pas les mêmes réalités qu'une veuve. Quand je dis veuve précoce, peut-être qu'après 5 ans, vous avez perdu votre mari, ou bien juste à 25 ans, à 30 ans, vous avez perdu votre mari, ou bien vous êtes au début de votre carrière professionnelle, vous perdez votre mari. Ce n'est pas la même chose
qu'après 30 ans de mariage, 20 ans, 15 ans de mariage, vous perdez votre époux. Vous ne vivez pas ça de la même manière, sous un autre format. Vous êtes devenu veuve suite à un décès entretenant des soupçons. Vous ne viviez pas. Il y a des veuves qui sont très heureuses parce qu'il y a une certaine acceptation sociale, il y a une certaine compréhension sociale, il y a moins de polémiques. Ça veut dire qu'il faut aller de cas par cas pour voir dans quelles circonstances elle est devenue veuve, c'est quoi son histoire, c'est quoi sa réalité, de quelle famille il s'agit. Donc il y a beaucoup de paramètres aussi qui peuvent faire que les gens vivent différemment, n'est-ce pas, et ce tableau, ce profil de veuvage. Alors on va revenir tout à l'heure à ce statut de veuvage suivant les âges, suivant également les moyens et la perception sociale. Maître Marie-Élise Gbedo, vous êtes femme. Vous avez des sœurs qui forcément ont vécu le phénomène compte tenu, un peu comme ce que le socio-anthropologue explique, leur statut, aussi prématurément qu'il a duré dans le mariage, mais d'une manière ou d'une autre. Comment alors est-ce que vous appréhendez le phénomène? Merci. Moi, je ne suis pas du tout beaucoup d'avis avec ce que M. Aguiadaro a dit, puisque moi je pense que le veuvage est assorti d'un certain nombre de rituels. Suivant les contrées, ça peut varier, mais dès lors qu'on soit jeune veuve ou une femme d'un certain âge qui doit subir le veuvage, il y a un rituel qui colle à la peau de la veuve. Quand l'homme décède, elle est soumise à un certain nombre de choses qui peuvent l'achever. Moi, je peux vous dire ici, j'en profite pour rendre hommage à ma tante maternelle qui en est morte. Du veuvage? Du veuvage. Des rituels liés. Puisque, je donne un exemple. On demande à une femme, par exemple, de boire l'eau du corps qui a servi à laver le corps du mari. Or, on sait que c'est un poison. On fait agenouiller la femme sur des tessons de bouteilles ou les graines de choses là, de palmistes, voilà. Les palmistes qu'on cassait. Moi, ma tante a vécu ça. On l'a fait agenouiller, elle n'a pas le droit de se plaindre. Si elle se plaint, c'est elle qui a tué son mari. On brûle devant toi du piment que tu reçois dans le nez. Tu n'as pas le droit d'éternuer. Si tu éternues, c'est toi qui as tué ton mari. Parce que dans le rituel du veuvage, d'après ce que moi j'ai vu, d'après les témoignages reçus par rapport à des clientes qui viennent se plaindre, on a l'impression que l'objectif, c'est de t'accuser que tu as tué ton mari et de t'achever. Et moi, la question que je me pose tout le temps, pourquoi on ne fait pas la même chose à l'homme ? Pourquoi il n'y a pas de rituel de veuvage pour un homme? Au contraire, nous avons constaté que lorsque l'épouse décède, au contraire, l'homme est bien bordé. On lui trouve une femme qui va plutôt la protéger encore contre la femme qui est morte. Il doit se coucher avec une autre femme pour empêcher celle qui est morte de venir lui tirer les pieds. Alors, c'est ça, globalement, la coutume. Et la coutume vient appauvrir les femmes, puisqu'elles sont déjà économiquement pas bien, souvent quand elles sont analphabètes, et économiquement, elles sont faibles. Mais même là, le veuvage peut durer 6 mois à 1 an, où tu es obligé de t'habiller d'une certaine façon, selon les cas, ou bien vous êtes en noir totalement, et on vous rase la tête. Ce qui fait que dans la société, quand on voit une veuve, elle est stigmatisée. Ah, on sait tout de suite que cette dame, elle est une veuve. Qu'on la connaisse ou pas, ne serait-ce que de par l'accoutrement, la tête rasée, etc. Pratiquement même, on vous dit d'être sale. Vous ne devez pas vous laver, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Et économiquement, vous êtes retiré parce qu'on doit vous interner au nom du veuvage, au nom du fait qu'il faut... Donc, ce sont les rituels qui sont à condamner surtout. La pratique même du veuvage peut ne pas être dure, mais les rituels qui l'accompagnent pour pouvoir appauvrir la femme mentalement, psychologiquement et économiquement et lui prendre les enfants. Et quand elle refuse, soit on lui prend les enfants et quand à la fin du veuvage, vous êtes hérité. Vous savez, dans le coutumier du Dahomey qui a été abrogé par le Code des personnes et de la famille,
La règle 127 dit très bien que la femme fait partie des biens de l'homme et de son héritage. Et de son héritage, c'est que dans plusieurs familles, quand l'homme décède, vous acceptez d'épouser soit le grand frère, soit le cadet, suivant les cas, soit un cousin, etc. Mais quand vous refusez, on vous chasse, on vous retire vos enfants, bien on vous chasse avec les enfants. Mais si, pas extraordinaire, votre mari est mort en laissant des biens, la belle famille trouve le moyen de tout s'accaparer. C'est ça le principe du veuvage dans nos contrées. Et il ne faut pas oublier qu'on l'a connu en Europe aussi. C'est-à-dire que lorsque le mari décède, les choses ont beaucoup changé, évolué en Europe aujourd'hui, même en France. La France a connu ça. Quand le mari décède, la femme est pratiquement appauvrie. Parce que vous savez qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas admises à travailler. Le code civil faisait de la femme la mineure. Donc, même dans l'esprit de nous, les Africains, la femme est protégée par son mari. L'homme est le protecteur de la femme. Ce qui fait que lorsque l'homme décède, la femme n'a plus de protégé. Elle est vulnérable. Voilà un peu ce que j'ai bien fait. Docteur Akierarou, voilà autant donc de faits et d'angles évoqués par Marie-Élise Gbetou. À la limite, les veuves heureuses dont vous avez parlé, il y a même une association. Lorsque je prends par exemple le Bénin, il y a une association des femmes, des veuves joyeuses. Ça existe vraiment. Mais les rituels du veuvage, pourquoi on ne fait pas autant pour l'homme? Je crois que je voudrais me permettre quand même de revenir sur certains propos. Oui, c'est un autre propos. Bon, voilà, et je reviens sur ça. Je crois qu'il faut qu'on s'entende sur un élément de base. Aucune société ne construit un système pour s'autodétruire. Aucune société n'organise un système de référence dans le sens de nuire aux citoyens ou à la cité, au sujet, globalement. Il a été ainsi hier, il en est ainsi aujourd'hui, il doit être ainsi demain. Ça, c'est un premier élément. Ça veut dire quoi? Que tout ce que nous avions comme système de rituels, de cérémonies, de pratiques, tout ça a été conçu, structuré pour répondre à des besoins réels, pour constituer des réponses à des situations réelles qu'on a considérées à un moment donné comme la porte de sortie. Il est normal que dans le temps, on voit les choses autrement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, aucune société n'est statique dans ses positions. Nous parlons de quelles coutumes? Est-ce que nous parlons des coutumes d'aujourd'hui? Nous parlons des coutumes telles que construites et vécues hier. Donc, il faut aussi se dire que les sociétés actuelles ne sont qu'une suite logique d'interrogations que nous avons faites sur les sociétés anciennes. Donc, il ne faut pas croire que on a des systèmes coutumiers qui ont travaillé à nuire à la femme parce que la femme d'aujourd'hui, dans les réalités qui sont les siennes, sont différentes de la femme d'hier. Et les coutumes ont été conçues sur les rapports autour de la vie conjugale, de la vie sociale d'hier et non d'aujourd'hui. Vous êtes en train de dire, par exemple, que les rituels liés, par exemple, à la consommation de l'eau qui a servi donc à laver le corps, les rituels, par exemple, avec l'inhalation de la fumée du piment, ne sont plus d'actualité dans nos contrées? C'est pour dire qu'au moment où ces rituels prenaient corps, il y avait une conscience, il y avait une manière de voir les choses, il y avait des éléments, des problèmes concrets auxquels on a trouvé ce genre de solutions. Aujourd'hui, ces problèmes peut-être ont disparu. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux instruments. Et c'est là qu'il faut s'interroger pour savoir est-ce que les nouveaux instruments que nous avions aujourd'hui conviennent ou non, puisque nous-mêmes, nous nous interrogeons même sur l'efficacité des outils actuels, même au plan juridique. Ça veut dire que c'est une création humaine, c'est une création sociale, et elle peut être jugée moins pertinente que pertinente, d'une manière ou d'une autre. Alors, pour en finir sur ces éléments de base, lorsqu'on ne voit pas ça sous ce format-là, on le voit, on veut lire le passé par rapport à aujourd'hui, et on peut vite sortir du contexte dans lequel les choses ont été créées. Deuxième chose, on peut voir de l'extérieur. Je prends l'exemple des rituels dont vous avez parlé. Inhaler le piment. Je connais bien le rituel anthropologique qu'il y a derrière ça. C'est vrai que ça existe. Mais je vous dis, peut-être qu'on n'est pas dans des expériences suffisamment anthropologiques là-dessus. Le piment, dans des conditions hors rituelles, vous n'avez pas le même scénario que dans les conditions du rituel.
Si je vous mets ce piment ici, vous allez tousser. Mais quand j'introduis l'environnement du rituel, le processus du rituel, des rites funéraires, et que la même personne est introduite dans le processus, s'il n'a rien à voir avec le décès, il ne va pas tousser. Alors, sinon, c'est pour dire qu'il ne faut pas sortir ça de son contexte et croire qu'on aura le même effet. Je vous donne autre exemple. Il y a des sociétés où, quand ton mari meurt, on met sa dépouille devant toi. Tu dois lancer une pierre ou une perche. Si ça traverse le corps, ça veut dire que tu n'as rien à voir avec ça. Tu peux être la meilleure des lanceuses. Si tu as quelque chose à voir avec le décès, tu le lances, ça ne va pas traverser. Sous l'effet du stress, par exemple? Ce n'est pas sous l'effet du stress. C'est pour dire que il faut rentrer un peu dans l'intelligence de comment ces outils du rituel sont conçus. Et dans ça, il y a assez de paramètres qui ne sont pas des paramètres qu'on peut objectiver de façon assez classique. Alors, pour finir là-dessus, pour finir sur ces gens... N'oubliez pas de répondre à la préoccupation liée à l'homme, surtout dans ce cas. Oui, je vais atterrir là. Donc, je voudrais vraiment que nous disons que ces choses ont été inventées, ont été touchées et ont été entourées et entretenues par un certain nombre d'éléments symboliques et de charges métaphysiques qui entrent en jeu, d'acteurs symboliques qui entrent en jeu pour éviter que les choses ne se passent comme si on était dans le monde classique. Donc c'est contextualisé. C'est contextualisé et dans le contexte, on a le résultat qu'on a. Maintenant, il peut y avoir ce qu'on peut appeler des détournements, des usages, ce que l'on fait, de ce que la tradition a dit. Vous savez, comme dans tout espace, il y a des gens qui sont entretenus par des idées un peu malsaines, qui peuvent utiliser une réalité coutumière dans des contextes pour régler d'autres problèmes. Ça, c'est du fait de l'humain. Donc, il n'y a pas un rite qui soit dangereux pour faire du mal à quelqu'un, mais là, il peut y avoir un rite qu'on peut utiliser à des fins négatives. Alors, donc, pourquoi les mêmes principes qui s'appliquent à la femme ne se retrouvent pas chez l'homme dans ces pratiques coutumières? C'est une question de rôles sociaux, c'est une question d'organisation, c'est une question de répartition. Je donne un exemple. Que la structure familiale que nous avions hier, comme le maître vient de le dire, répondait à une logique qu'on a de l'homme, qui protège. Ça, c'est une idée qu'on a. Ça ne veut pas dire que la femme est mineure, parce qu'il y a des pouvoirs symboliques qu'on lui a laissés, parce qu'il y a des pouvoirs non visibles qu'on lui a laissés, parce qu'il y a des puissances qu'on lui a laissées, mais qu'on ne lui a pas donné l'occasion de les rendre aussi accessibles, aussi visibles comme tous les autres. Vous savez, même dans les rituels dont nous parlons, il y a des hommes, lorsque ton mari meurt peut-être dans un champ ou par accident, tout, il y a des rituels ou même dans les processus de décès d'un roi, pour être intronisé parce que ton papa est décédé, il y a des hommes qui sont amenés à faire des rituels avec leur propre mère, avec leurs propres sœurs, mais que c'est une douleur vraiment pour lui, mais parce que le rôle a été conçu comme tel, il ne le vit pas comme si c'est un individu qui est en train de le vivre. Donc c'est pour dire que lorsqu'une femme perd son mari, on a organisé les choses parce que c'est la femme qui a perdu son mari. Lorsqu'un homme perd son mari, il y a aussi d'autres choses qui sont prévues pour un homme qui a perdu. On ne peut pas chercher à avoir une égalité entre ce que vit l'homme et ce que vit la femme, parce que la société n'a pas organisé les choses de façon assez égalitaire, mais assez complémentaire et assez différenciée. Donc il faut être dans le rôle de l'homme pour voir un petit peu qu'est-ce qui est réservé à l'homme. Il faut être dans le rôle de la femme. Mais lorsque les structures sociales bougent, la même société, il y a ce qu'on appelle le principe de négociation sociale. Tout ce que vous avez dit comme rite là. Aujourd'hui, il y a des cas où on ne vit pas ces rites là. Mais et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on a détruit ces rites là. Ça veut dire qu'on a trouvé des mécanismes et des mesures, je ne dirais pas de contournement, mais de négociation de ces mêmes rites-là. Il y a des gens qui ont perdu leur époux, mais qu'on n'a pas enfermés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas enfermés, mais ça veut dire qu'on a trouvé des mécanismes de négociation sociale
ce ne sont pas des sociétés aussi fermées, aussi difficiles, aussi dangereuses, mais des sociétés qui savent structurer. Je vous donne un exemple aussi banal, excusez-moi pour finir là-dessus. Oui. Aussi banal. Vous savez, vous pouvez perdre votre mari. Excusez-moi beaucoup, c'est vrai qu'on est sur un plateau. Vous pouvez perdre votre mari. On vous voit 6 mois après avec une grossesse. On ne sait pas qui est à la base de cette grossesse-là. Vous pouvez dire que c'est votre mari de faim. Voyez un peu. Aujourd'hui, on peut faire un test d'ADN. Hier, il n'y avait pas de test d'ADN. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de test d'ADN. Ça veut dire que les gens devaient réfléchir pour trouver alors comment on fait pour savoir que cette pour préserver le système d'une telle réalité. Ça veut dire pour dire qu'à chaque instant, les gens réfléchissent à des problèmes pratiques et trouvent des solutions et y mettent une dose de sacralité pour que ça soit vraiment un principe. Alors, oui, mais par rapport la femme au délai de viduité dont il vient de parler, dans la coutume, on le sait aussi, quand vous prenez le coutumier, vous le voyez, la femme qui a perdu son époux ne peut pas se remarier avant une certaine période. Avant une certaine période, et la femme même le sait, même si elle refuse d'être héritée. Vous parlez de mariage. Oui, de remariage. Donc c'est prévu. Donc ça c'est prévu. Mais moi, je reviens au rituel pour dire, je ne peux pas comprendre, parce que de tous les rituels dont on a parlé, que nous avons vus ou que nous avons su par des situations qui arrivent à des femmes, pourquoi l'homme n'est pas soumis à ça? Et mieux, vous avez dit qu'il y a des mécanismes. Je voulais en venir à ça. Mais ces mécanismes ne sont utilisés que par des femmes qui ont un pouvoir économique. De plus en plus. Ben oui, parce que on ne peut... Si, en règle générale, les femmes qui n'ont rien économiquement, qui dépendaient uniquement de leur mari, dont l'époux est décédé, elles n'ont plus de force. Mais lorsque vous avez eu la chance de faire des études, que vous avez passé un certain cap et que économiquement vous êtes forte, lorsque votre époux décède aujourd'hui dans notre société, on n'a même pas le courage de venir vous dire vous allez faire ça, ça, ça. You know how, comme on dit. On achète ça. Donc, non, je dis, vous achetez un certain nombre de choses. On vous demande d'acheter un certain nombre de produits, je ne sais pas comment on les appelle, pour que des tantes ou bien des personnes plus âgées aillent le faire à votre place. Ce qui fait que vous n'êtes pas astreinte à ça parce que d'abord, votre vie professionnelle ne vous permet pas d'aller vous enfermer pendant 6 mois, 1 an pour subir les rituels. Mais comme il faut le faire, bon, il y a une façon de le faire sans qu'on ne vienne vous appauvrir. Mais les femmes qui sont pauvres, elles sont encore plus pauvres, on les dépouille de tout, alors qu'une femme qui professionnellement est assise dans notre société, qui est économiquement et qui est financièrement assise, mais quand son mari meurt, on ne peut pas venir dire allez, tu sors avec tes enfants, on prend les biens et tout. Et d'autant plus que même le Code des personnes et de la famille aujourd'hui a protégé les femmes mariées. Nous avons ça aussi. Alors, Dr Aguiarahou, qu'est-ce qui explique cette inégalité de traitement? Oui, en fait, c'est parce que nous cherchons... Et de la même manière, vous allez répondre donc en double. Est-ce que, tel que Maître Marie-Élise Bédou l'explique, cette forme d'achat dont elle parle avec les produits pour que d'autres personnes aillent faire ce rituel à votre place a le même résultat que si l'intéressé même était sur place? Voilà. Je commence d'abord pour la question d'inégalité. Je disais tout à l'heure que nos sociétés ne sont pas construites sur des bases égalitaires, mais sur des répartitions de rôles sociaux. Par rapport à l'attente qu'on a de chaque acteur dans l'organisation sociale pour qu'il y ait une société stable. Donc on ne cherche pas à voir qui souffre plus que moi. On ne cherche pas à voir qui est plus chef que moi. C'est pas parce que je décide que je suis le chef. Le processus qui m'amène à prendre la décision, peut-être qu'il est entretenu par une autre personne. Peut-être qu'il est entretenu par votre épouse. Deuxième chose, les principes de l'égalité tendent à faire croire que si une personne X, l'homme, puisque nous parlons de l'homme, a perdu son épouse et qu'on ne l'a pas enfermé, et que la femme a perdu son époux, on l'a enfermé, c'est qu'il y a inégalité. Non. Il faut interroger un peu le rite. Quelle est sa fonction? Quelle est l'idée qu'il y a derrière ça? Quel est son lien avec
Puisqu'il y a ce que nous appelons, et bon, un langage un peu relativement technique, peut-être je vais utiliser une autre expression, la vision globale de la société qui est structurée et segmentée. Vous savez, le Bénin qui est là, c'est une constitution. Mais après, la constitution, c'est des décrets, c'est des arrêtés, et tout. Et tout ça converge vers l'idéal qui est derrière la constitution. Rien ne sort de ça. Alors, c'est pour dire quoi? Que tout rituel que vous voyez, derrière ce rituel-là, il y a une connexion directe avec le ciment de la société. Ça veut dire quoi? Que le rituel n'est pas conçu pour les individus. Il n'est pas conçu pour les acteurs, mais il est conçu par rapport à la société. Donc, il ne vise pas un individu, mais il vise une stabilité sociale. Donc, quand on le voit sous ce format-là, on sent, celui qui rentre dans le rituel, c'est que le rituel n'est pas fait parce qu'on cherche à lui faire vivre un traitement. Que le rituel, et quand vous voyez un peu les rites dont nous parlons, quand vous voyez chaque élément qui rentre dedans, on vous dit le feu, on vous dit l'air, on vous dit la douleur, on vous dit la honte, on vous dit l'humilité. Ce sont des systèmes de valeurs, ce sont des systèmes de règles qui, à un moment donné, mis ensemble, donnent un message. Mais pourquoi ça ne s'adresse pas à tout le monde au même moment? Il faut jamais perdre de vue. On laisse l'aspect homme-femme. Oui. On dit par exemple, cette épouse qui est faible économiquement a perdu son homme, et elle doit pouvoir elle-même, en personne, c'est-à-dire de façon présentielle, participer au rituel. Mais celle qui est fortunée peut, par des procédés, je ne sais pas, matériels, des dons ou même de l'argent, faire le rituel par autre personne. Je ne suis pas forcément dans une posture de défense de quelque chose que nous savons que ça ne tient pas. Mais je suis plus dans une posture de compréhension des circonstances dans lesquelles chaque instrument est apparu dans la régulation. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Quand nous comprenons ça, le reste est accessible. Je donne ce cas, l'exemple qu'on vous donne, puisque c'est la deuxième question là-dessus. Pourquoi est-ce que une femme qui a l'argent, qui travaille, devait pouvoir quand même, sur la base d'un certain nombre d'éléments de négociation, s'abstenir à un certain nombre de rites, ce qui ne serait pas possible? C'est parce que nous l'avons vu sous l'œil externe. Même il faut le voir sous l'œil du contexte. Sur l'œil du contexte. Ça veut dire quoi? Son contexte est différent de ce qu'il a dit. C'est pourquoi nos sociétés ne sont pas si fermées et si dures. Même la femme qui est au village et qu'elle doit rentrer dans un rituel et qu'elle tombe en griffe dans les menstrues, dans la période, on dit en même temps que dans cette période de menstrues, elle ne peut pas rentrer dans ce rituel-là. On lui trouve une mesure de contournement. Il y a toujours des gens qui sont là pour réfléchir au principe de négociation. De la même manière, on dit que c'est la prêtresse. Il faut reporter le processus ou il faut réduire un peu le délai parce que si elle rentre dans ce processus-là, elle va fragiliser son pouvoir de prêtresse au milieu des autres. Mais prêtresse, ça ne veut pas dire qu'elle est riche, ça ne veut pas dire qu'elle est roi, ça veut dire qu'elle a une position sociale. Tout à fait. Ça veut dire qu'elle a un rôle social. Et il y a des contraintes associées à son rôle sur lesquelles il y a un seuil de tolérance. Ça veut dire quoi? Que le seuil de tolérance, il existe pour tout le monde. Que vous soyez femme riche, femme pauvre, femme intellectuelle ou pas. Maintenant, on ne peut pas décréter le seuil de tolérance pour tout le monde de la même manière. Ça veut dire quoi? On ne peut pas décréter. C'est pourquoi je dis que nos sociétés ne sont... La question de l'égalité reste toujours d'actualité. Même là où vous êtes, vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu leur épouse, leur époux, et elles sont à l'étranger. D'accord? Elles n'ont rien, elles ne font rien, tout et tout. Et on a envoyé le message, on a dit il faut qu'elles descendent pour les rituels. Les gens ont expliqué qu'elle a un petit enfant, elle ne peut pas descendre pour ça. On dit non, il faut qu'on comprenne ça, elle ne peut pas descendre. Alors on fait autrement. On n'a pas tenu compte de son pouvoir, mais on a tenu compte de l'enfant, du bébé qui est là et qu'on ne peut pas la dépasser. Les enfants vont à l'école, on ne peut pas la sortir. Il y a tellement de cas. Donc c'est pour dire quoi? Que les choses ne sont pas décrétées, mais les choses sont analysées. Je suis d'accord qu'il peut y avoir des excès sur la base de ce que chacun peut vouloir faire, des principes qui existent. Mais il ne faut jamais se dire qu'on est face à une société, on est face à des rites, on est face à des coutumes qui ont une fonction négative, qui ont une fonction de destruction, qui ont une fonction de faire du mal. Parce qu'on te dira encore plus tard que pour avoir minimisé tel ou tel paramètre, on ne s'est pas rendu service au sein de la famille, au sein de la société, parce que c'est revenu en effet
pervers. Tout est question de maintenant comment est-ce que chaque acteur a compris. Parce que le mal ici, c'est quoi? On vous fait faire des rituels, mais on ne vous explique pas toujours la finalité. La finalité. Et c'est parce que vous n'avez pas la finalité que vous avez l'impression que... C'est avilissant. Avilissant. Alors, on va progresser donc dans l'émission Maître Marie-Lise Bédou, parce que c'est des aspects sur lesquels on ne va pas s'entendre sur ce plateau avant de... Non, c'est sûr qu'on s'entend. Bien sûr, votre explication, vous l'avez dit. Comprendre. Donc, que nous approprions donc les terminologies, on pourra donc s'entendre sur l'essentiel. Mais maintenant, ici, la question de l'expropriation. Vous avez estimé tout à l'heure que lorsque vous atteignez un certain cap social, eh bien, on ne peut pas venir vous déloger de la maison, par exemple, conjugale, mais c'est quand même récurrent de plus en plus où la belle famille débarque chez la mariée, même en application du code de la famille. Et peut-être c'est ça aussi qui fait que vous connaissez de ces procès qui débarquent dans la maison et estiment que la femme doit pouvoir quitter. Moi, je ne fais que ça. Moi, je dis, votre mari décède. Vous êtes marié avec votre mari à l'état civil. Il décède. La famille débarque dans votre maison. Appelez Bédou. On le sait. Les magistrats me connaissent. Si vous venez me voir, aucune famille ne peut vous exproprier. Parce qu'il y a une procédure qui a été et qui est dans le code de procédure, le code des personnes et de la famille aujourd'hui pour protéger la femme et les enfants de ce genre de comportement de la belle famille. La loi a prévu, si l'homme a des biens, qu'est-ce qui revient à la femme, qu'est-ce qui revient aux enfants, qu'est-ce qui revient aux ascendants, aux collatéraux. Il suffit d'aller devant le juge et tout va se faire. Suivant ce qui a été prévu. Mais il y a des gens qui ne le font pas. Parler de coutume aujourd'hui. Si vous êtes reconnu coupable du décès de votre mari et les autres estiment que vous avez tué leur enfant, est-ce que c'est de bon droit que vous bénéficiez des avantages que l'enfant l'a laissés? Si nous allons devant la loi, venez prouver comment elle a tué votre mari. Elle a tué votre fils comment? Puisque nous nous sommes rendus compte que malheureusement dans nos sociétés, tous les jours, dès que le mari décède, mais elle a tué. Elle veut prendre sa pension. Elle a vite liquidé pour prendre sa pension. Et la famille ne dit que ça. Ça va vous étonner, même chez des intellectuels. Et c'est ça qui parfois frappe. Des gens qui étaient à l'école, qui ont vu à travers le monde, leur frère décède tout de suite. La femme, elle a beau être une intellectuelle, qui a sa profession, qui a sa surface financière, son pouvoir financier, tout de suite, c'est elle qui a tué notre frère. Et je ne sais pas, cette mentalité, elle est récurrente chez nous dès que l'homme décède. Mais quand la femme décède, personne ne se soucie de savoir qui l'a tué. Le mari est toujours blanc comme neige, mais dès que l'homme décède, je ne sais pas, quelle que soit la famille, tout de suite, on regarde la femme d'un mauvais œil. Elle a tué notre enfant. Est-ce que j'ai menti, monsieur le professeur? Qu'est-ce qui renvoie à cela? Systématiquement. Cette image que la société a de la femme. Qu'est-ce qui explique ça, Dr. Galaro? Oui, je crois que le discours qu'on a sur l'épouse au décès de son mari dépend du discours qu'on a sur elle pendant que son mari était encore vivant. Le discours qu'on a sur elle pendant qu'elle est rentrée dans le lien, dans le lien du mariage. Mais oui, ça s'explique. Ça s'explique pourquoi. Je ne veux pas vous couper, pardonnez-moi. On a constaté qu'on a beau faire un beau mariage. On a donné une belle dot. Tout. La femme, dans nos sociétés africaines en général, n'intègre pas systématiquement la famille de l'époux. C'est pour ça que le premier réflexe, quand l'homme décède, que ce soit dans la coutume ou bien dans le monde moderne, si elle n'a pas de bien, il faut qu'elle retourne chez ses parents. Moi, j'ai constaté, et souvent je me pose la question, quand je vais à des mariages, que je vois comment tout le monde borde l'épouse et tout, et qu'après un décès du monsieur, comment tout de suite, vous voyez que la femme qui est épousée n'est jamais vraiment aimée.
il y a toujours cette jalousie du fait de la belle-mère. Pardonnez-moi de le dire, mais c'est la réalité. Les belles-sœurs ne vous aiment pas. La belle-mère ne vous accepte pas parce qu'elle est persuadée que vous lui avez volé son fils. Son fils qui vous gâte, son fils qui devrait la gâter. Et c'est vous qu'on gâte. Et c'est toute une spirale. Ce qui fait que dès que l'homme décède tout de suite, elle a tué notre fils. Alors, on n'est pas accepté dans les familles. Je crois encore une fois, je reviens encore sur les présupposés que j'ai posés là, c'est que tout dépend du climat, tout dépend du discours, tout dépend de l'ancrage que tu avais avant même que l'événement décès n'intervienne. Ça veut dire quoi? On ne vit pas les mêmes choses. Il y a certains qui vivent. C'est dans cette même société dont vous parlez que lorsque un mari meurt, on garde l'épouse, on lui trouve d'autres alternatives pour continuer à jouir de son statut d'épouse, à avoir tous les honneurs qu'il lui faut dans la famille. Dans cette même société qu'on dit qu'on ne se marie pas avec un homme, mais on se marie avec une famille. Si cette société n'a pas voulu vraiment faire de l'épouse quelqu'un qui est heureuse à vie, elle n'allait pas faire ces options-là. Puisque la société dont vous parlez, qui renie la femme après le décès de son mari, c'est elle-même qui anciennement a interdit qu'il y ait de rejet d'une femme, du ménage, de la collectivité, parce que son mari est décédé. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné de l'histoire, il y a eu un glissement accidentel qui est intervenu. À un moment donné, il y a eu un choc de référence qui est intervenu. À un moment donné, il y a une certaine peut-être monétarisation ou instrumentalisation ou d'autres fragilisations des structures sociales qui sont intervenues. Ça veut dire quoi? Que ce dont vous parlez, madame, n'est vrai que lorsque les structures familiales sont déjà faibles, sont affaiblies, avant même le décès. Prenez juste des cas dans la période. Les structures familiales aujourd'hui, les couples qu'on a aujourd'hui, ils sont suffisamment fragiles pour être exposés à ce genre de situation. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans. Les structures sont suffisamment fortes, suffisamment entourées, suffisamment protégées qu'il ne peut pas avoir une telle tendance. Ça veut dire que plus nous tendons vers des structures familiales fragiles, isolées, déconnectées, moins entretenues par le collectif, plus nous exposons un petit peu nos frères, nos soeurs à ce genre de situation. Je veux qu'on retienne toujours un élément important. La société dont nous parlons, c'est encore elle qui a pris toutes les mesures pour rendre heureuse. Aucune société ne crée les moyens pour s'autodétruire. Alors, donc, je voulais en finir là, il ne faut pas imaginer un instant que on a refusé à une femme d'avoir accès aux biens de son mari parce que juste le fait qu'on veut lui reprendre ça. Bon, juste avant que Maître Marie-Lise Bédot ne réponde, ce problème se pose beaucoup plus parce que nous sommes dans une société qu'on observe aussi. Ce problème se pose surtout quand le frère a une certaine surface financière intéressante. Les femmes malheureuses ne sont souvent pas astreintes à ces réalités. J'ai pas compris. Lorsque le mari décède, le mari défunt a un peu il a des biens, des ressources financières, et bien la femme a des difficultés à vivre, à coopérer avec la famille. Bon, ça dépend de ce que vous appelez bien. Vous parlez de biens matériels parce que ailleurs aussi, biens matériels. Oui, bon, parler de biens matériels, mais si vous rentrez dans d'autres espaces où les biens ne sont pas de type matériel, vous savez, il y a des sociétés où tu perds ton mari, tu occupais un statut, une position au sein de la société dont jouissait ta femme et qui lui permet d'avoir un certain nombre d'honneurs et il disparaît, il meurt, c'est qu'elle doit pouvoir jouir du reste. Il y a toujours un petit consensus, un petit procès. Malheureusement, ce dont nous avons accès aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines individualités qui ne sont pas forcément ceux qui viennent brutalement comme ça là pour dire tu ne vas pas faire ci. Allez voir, vous allez voir que généralement c'est des gens qui n'agissent pas au nom de la tradition. Oui, peut-être. C'est des gens qui n'agissent pas au nom de la société. Voilà. Parce qu'en fait, le jour où la femme rentre dans le foyer, il y a des acteurs visibles et invisibles. Il y a des acteurs symboliques et non symboliques autour desquels on a essayé de cimenter le lien social. Et ce lien social, c'est à vie. Je suis d'accord avec vous. Et parce que le lien social est à vie, il n'est pas possible d'entretenir. C'est pourquoi je dis que nos structures s'affaiblissent. Je suis d'accord que les systèmes de régulation vont bouger. Mais je dis encore une fois, il faut tricher quelque chose dans nos traditions.
Dans notre tradition, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire quoi, que les structures sociales sont suffisamment fortes, plus fortes que les individus, qu'il est difficile de les déboulonner comme on veut. Aujourd'hui, les thèses qu'on a devant nous, les gens peuvent facilement les contourner. Mais hier, la tradition, c'est pas facile de contourner une tradition. Alors, maître Marie-Lise Bedeau, ce que Dr Aguiar Darko est en train d'expliquer aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple les grandes villes, on se marie comme ça, on ne descend pas dans la tradition pour s'imprégner des réalités. Vous voyez peut-être dans une grande ville, vous connaissez X ou Y, ou vous voyagez même, vous trouvez un mari, vous prenez, et puis ça y est, vous commencez à faire vos enfants, et après, c'est plus tard que vous descendez dans le socle familial. Est-ce que comme ça, en tant que femme, vous voulez vraiment qu'on vous intègre? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça, on n'arrête pas de le dire. Est-il normal de rencontrer un jeune homme comme ça aujourd'hui? Vous ne présentez pas l'homme, on ne présente pas la femme et on va se marier. Le jour où il y a des problèmes, vous allez trouver qui? Donc, il faut faire la sensibilisation pour que les jeunes cessent de se marier comme ça. Parce que si vous n'êtes pas allé là où il faut aller pour avoir droit à un certain respect du couple, c'est tant pis pour vous. Mais moi, je ne parle même pas de ces cas-là, parce que pour moi, ce sont des cas isolés, ça. Lorsque vous avez bien éduqué votre fille, les parents ont bien éduqué votre fille, leur fille, cette fille ne peut pas trouver un garçon, paf, on se marie sans dire bonjour papa, bonjour maman, voilà mon fiancé, passer l'étape de fiançailles. Malgré le modernisme, on continue de donner la dot dans les familles aujourd'hui. Pourtant, il y a le code des personnes et de la famille qui ne parle plus de la dot, qui dit que la dot est symbolique. Mais dans tous les mariages auxquels moi j'ai assisté aujourd'hui, qui continuent de se faire, on se dit, attention, il faut appeler les tantes, il faut faire ceci, la petite dot, la grande dot. Et pourtant, la loi ne reconnaît plus ça, ne se sent plus concernée. Alors, donc pour moi, c'est des cas spécifiques où vous avez des enfants qui se lèvent, qui rencontrent un homme, qui rencontrent une fille, sans même donner le respect qu'il faut à leurs parents et à eux-mêmes. Ils vont se marier. Alors, là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer le moment venu. Alors, la question de la législation se pose donc, puisque l'exemple que vous venez donc de citer, même si la loi ne le reconnaît pas de façon tacite, les familles, à travers la tradition, continuent donc d'appliquer la dot. Est-ce que vous êtes d'accord alors avec le docteur qui pense qu'on doit pouvoir tricher la tradition pour faire asseoir davantage une société qui respecte les normes? Nous venons de quelque part. C'est pas parce qu'il y a des lois que ce qui correspond à notre souche, on ne va pas le faire. Nos souches traditionnelles sont là. La loi, la modernité. Vous êtes pionnière du code des personnes et de la famille. Mais pourquoi vous n'avez pas inséré, par exemple, la dot dedans? Non, c'était pour éviter les exagérations. C'est-à-dire, dans le code des personnes et de la famille, on dit la dot est symbolique. Ça veut dire qu'on ne vous refuse pas de vous référer à la coutume ou à la tradition. Alors que c'est l'élément le plus important. Voilà. Donc, c'est ça qui scelle les familles. Donc, c'est pour ça que la loi, la modernité ne l'a pas cassé. Il a dit, c'est symbolique. Parce qu'il y a des gens qui donnent une bouteille et puis de la cola et puis c'est bon. D'autres achètent des voitures. D'autres font donc, la loi ne veut pas se mêler de la quantification de ce que peut être la dot. Ça dépend des familles. On laisse ça aux familles de le faire. Docteur Aguiar Darko, on va bientôt sortir de cette émission. Est-ce que vous pensez que, au vu de tout ce que vous avez expliqué, oui, parce que nous sommes dans une émission d'explication, est-ce que vous avez l'impression que la coutume aujourd'hui telle que appliquée pour ce qui concerne la question du veuvage est toujours affligeante pour la femme? Je ne vais pas répondre sur oui ou non, mais je dirais plutôt que ce que nous avions aujourd'hui comme mécanisme pour accompagner l'expérience de veuvage et qui relève de nos traditions aujourd'hui il répond à une société qui avait des réalités, qui avait des considérations. Les considérations ont changé, donc il y a certaines choses qui n'ont plus forcément le droit de citer aujourd'hui. Mais je dirais encore une fois que cette transition existe. Et c'est cette transition qu'il faut entretenir, qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner. Ça veut dire quoi? Que tout ce que nous savons des rites de veuvage aujourd'hui, il faut les concevoir dans leur
posture de rite en transition. Donc, une certaine actualisation s'impose. Actualisation, ce n'est pas s'impose, ça s'organise, ça se vit, ça se construit. Et ça ne se construit pas seulement en milieu urbain, ça se construit aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Ce qu'il faut peut-être demander, c'est que il faut aller dans une certaine reconnaissance sociale, reconnaissance juridique, pour que on puisse fragiliser un peu des élans de ceux qui font à la limite des usages beaucoup moins crédibles de ces rituels-là. Alors, voilà. Maître Marie-Élise Bédot, la préoccupation, vous la trouvez toujours avilissante, la gestion de la veuvage aujourd'hui, du veuvage du moins aujourd'hui pour la femme? Oui, avec la pratique qu'on en fait. Et là, je suis d'accord avec lui. Si il y a une pratique authentique, qu'on fasse tout pour préserver ça, pour ne pas lui donner ce cachet d'avilissement de la femme à cause des biens matériels. C'est surtout cela le problème. Donc, qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. C'est le dysfonctionnement qui fait. Merci beaucoup. Vous pouvez le dire en 30 secondes aussi, je voudrais dire aussi qu'il y a certains éléments qui ont une valeur éducative, douleur, souffrance, que la femme, la veuve vit. Il ne faut pas toujours voir derrière cette douleur, cette chose-là, une certaine forme d'avilissement. Moi, ça, je vois. Non, ça, c'est très, très important. Et peut-être que ça va relancer autre expérience dans cette discussion. Oui, mais moi, je dis pourquoi David a douleur? Parce que, non, justement. Le mari est mort, elle est déjà expérience. Ce n'est pas une douleur telle que vous le voyez, c'est une expérience rituelle. Moi, j'ai vu ça. C'est pas... Merci beaucoup oui, à vous, voilà, Jacques Aguiar-Darros, aussi anthropologue. Merci également à vous, Maître Marie-Élise Bédot, avocate au barreau du contrôle. Je crois que ce débat va continuer. Donc, on va vous recevoir encore sur ce plateau pour aborder beaucoup d'autres aspects de la question parce qu'elle est liée à notre tradition, elle est liée à nos ethnies. Et l'Afrique, c'est aussi ça, les réalités. On doit pouvoir donc actualiser et contextualiser également nos pratiques qui constituent les socles du développement futur. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Ici et ailleurs consacrée donc à la gestion socio-juridique du veuvage. À très bientôt. Merci.